l'industrie de la K-pop. Ses paillettes, son strass, ses awards shows aux mille et un feux, ses hommes grands aux épaules larges et ses femmes aux longues jambes. Mais surtout, c'est une industrie avec beaucoup de gens de l'ombre. Ses réalisateurs de musique vidéo, ses chorégraphes, ses musiciens et, au top de cette chaîne musicale, ses producers et songwriters qui sont là à nous pondre les chansons sur lesquelles on s'enjaille jour et nuit. Et dont on ne parle jamais. Ouais. Et ça... Sauf quand ceux-ci sont incidemment aussi les idols eux-mêmes. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à pas mal oublier ces producteurs ou producers, donc ce qui veut dire en gros, pour vite fait définir les termes, les gens qui sont derrière les écrans à, disons, mettre ensemble les bouts de la chanson, quoi, etc. Producteurs, songwriters, lyricistes, arrangeurs, c'est-à-dire plutôt au niveau de mixage, etc. Songwriter, c'est au niveau des mélodies, mais aussi en grande partie des paroles. Enfin bref, tout ça, c'est des gens dont on ne parle pas assez, mais nous ici, dans ce dernier épisode des Pop Focus Awards, tout à fait, en compagnie de Jimzo et Manzo, nous allons parler parce qu'on en a envie, parce que c'est franchement important pour comprendre ce qui nous est arrivé en K-pop en 2020 et qu'à force de faire des réactions sur cette chaîne et à se pencher sur les crédits un petit peu pour voir, on se rend compte qu'il y a vraiment des gros noms qui émergent ou alors qui disparaissent ou alors qui apparaissent ça et là. Et on a envie un petit peu d'apporter un petit peu ce coin-là de compréhension. On fait aussi ça parce que très peu, voire personne, quand ils font des analyses, réactions, écoutes de K-pop, fait ça. Les gens, ils restent souvent sur les danses, les idoles, comment ils sont beaux, comment ils dansent bien, etc. Mais les gens oublient de mentionner que quand même, la K-pop, c'est pas que des idoles, c'est aussi plein de producteurs, de compositeurs, etc. Ultra talentueux. Pas que coréens d'ailleurs, d'horizons très différents, très variés. Et qu'en fait, c'est l'une des choses qui fait que la K-pop c'est si bien, c'est si cool, c'est qu'ils arrivent à créer des vrais... Des réseaux de fous de producteurs qu'on retrouve sur des pistes qui s'échangent. Parfois ils composent les paroles, parfois ils font une petite guitare, les idols comptent aussi évidemment, mais vraiment un truc qui importe vraiment pour savoir si un label va faire des hits ou alors s'il est capable de nous sortir tout un album qui va être bien sur pas mal de tracks ou même sur la qualité d'un single, ça va être à quel point ils arrivent à bien s'entourer, à se faire un réseau de producteurs sur lesquels ils peuvent compter et qui peuvent être au rendez-vous lorsqu'ils nous disent là il faut faire débuter N-Hypen, on va rassembler une team de 20 personnes qu'il faut aller chercher. Enfin bref, ce genre de... Voilà, donc pour finir nos awards, on va se pencher un petit peu avec le même principe que ce qu'on a fait jusque-là, à savoir que cette fois-ci sur un top 5, moi je lui ai pas communiqué, toi tu m'as pas dit le top 5 que t'as fait, et on va se les donner là l'un l'autre, en espérant que ça donne des surprises, peut-être éventuellement des conflits, ou qu'on découvre des trucs auxquels on n'avait pas fait attention. Et donc là-dessus, je crois qu'on peut commencer, là-dessus. Peut-être juste, petit mot avant qu'on commence notre top. Si la vidéo vous plaît dans son concept et tout ça, allez-y, mettez un like, ça nous encourage beaucoup. On a envie de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent. Abonnez-vous. Maintenant, vous pouvez éventuellement aller regarder les autres vidéos de cette série rétrospective de l'année 2020 en K-pop. Et abonnez-vous pour suivre les prochaines. On discute de tout ça après en commentaire, mais d'abord, allons-y. Donc, en 5ème place, j'ai mis un gars qui a l'air assez nouveau dans le paysage de la production K-pop. Kyler Nico. Et merde. Kyler Nico. Same. C'est ton 5, ok ? C'est aussi mon 5ème. C'est pas grave. Bon, c'est normal. Pourquoi je l'ai mis parce qu'il a produit en partie Love Killa de Monsta X, que j'ai vraiment beaucoup aimé moi personnellement.
Et aussi, il était sur N-Hypen, c'était quoi déjà? Give and Taken, non? C'est ça. Ouais, donc le title track de l'album de N-Hypen. C'est ça. Avec beaucoup d'autres gens. Hein. Big Hit a rassemblé une énorme team. Bah, justement, j'en parlais un peu là en intro. Et oui, ça c'est un des noms qu'on peut retenir, Love qu'il a. Et alors moi, je rajouterais aussi un de mes picks pour les meilleurs singles de l'année, Blue Hour de TXT. Qu'il a composé? Il a aidé. Il est c'est principalement un des gros noms de Big Hit qu'il a fait. À part Kyle Nico, il y a Slow Rabbit sur Blue Hour. Slow Rabbit. Slow Rabbit, le nom me dit quelque chose. Ouais, j'aurais aimé pouvoir lui mettre un award, mais cette année, il a été moins actif que l'an dernier. Par contre, l'an dernier et celui d'avant, en gros, il est sur toutes les chansons de BTS qu'on kiffe, par exemple, dans l'album Love Yourself Tier. Ok. Enfin, c'est un des big names avec P-Dog. Ouais, donc Blue Hour, c'est celle que t'aimes bien, là. Ouais, c'est ça. Et donc, rétro. Il est aussi dessus. C'est marrant parce que du coup, c'est les 3 chansons qu'on a notées. C'est 3 chansons avec des vibes assez différentes. Ouais, mais c'est du boy band. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc moi j'ai l'impression que Kyle et Nico, je pense qu'on l'a tous les deux mis en 5 pour la même raison, qui est en train de se faire petit à petit un nom pour aider à composer en boy band. Il est rarement le principal compositeur. Il est toujours avec d'autres gens. Mais vraiment c'est intéressant de le retrouver sur ces 3 titres, je trouve. À mon avis, c'est pas un hasard. Ces 3 titres que j'ai beaucoup appréciés. Ouais, c'est vrai. Qui sont de différents gabarits. Hein. En l'occurrence, N-Hypen monstrueux tube, je pense, vu la montée qu'il est en train de connaître, mais surtout il y avait beaucoup d'attentes, quoi. Et à côté de ça, t'as Monsta X, qui est un groupe peut-être un peu moins connu, bien installé, et il donne la porte pour qu'il fasse ses preuves. Donc ouais, à mon avis, Kyle Nico, il a émergé là cette année, peut-être plus dans la deuxième moitié. On a oublié de préciser qu'il a aussi bossé sur Mago, de G-Friend. Ah mais oui, c'est pour ça que j'ai mis aussi. Mais oui, t'as raison. Il a bossé sur Mago. Mago de G-Friend, absolument. Oui, c'est ça. Mago de G-Friend. Et du coup, oui, c'est ça. C'est la connexion Big Hit en fait. C'est ça. La deuxième moitié de cette année pour Kyle Nico, ça a été vraiment impressionnant. Et à mon avis, il est à suivre, franchement. Ouais. Donc, bravo. Ouais. Beau parcours. On attend de voir ce qu'il va donner après, quoi. Ouais, je vais le suivre. Hein. Je garde sa page Genius ouverte. Yep. Ok, alors donc, sur ce... moi, je vais passer à mon numéro 4. Ouais. Ça m'étonnerait que tu l'aies pas mis dans ton top. C'est un mec qui est dans le game depuis très longtemps. Et cette année, il a particulièrement produit beaucoup de trucs très bien. Donc il ne s'agit de nul autre que Yu Young-jin de SM Entertainment. Je l'ai mis. J'avais l'espoir que tu l'oublierais. Ah non, je l'ai pas oublié, parce qu'en gros, il a quand même produit quasiment tout Super M, une très grosse partie de Irene et Solgi, l'EP. Exactement. Dont Feel Good, qui est trop bien. Et dont Naughty, qui est ma préférée. Il a été le principal compositeur de Black Mamba d'Espa. Ouais. Et il a fait pas mal de sons, je crois, sur l'EP de Baekhyun, notamment Candy. J'en reparlerai un petit peu après, peut-être qu'on finira le portrait à ce moment-là. Ouais. Et donc, tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je veux rajouter il est sur beaucoup de tracks très bien, et c'est un gars qui, du coup, je sais pas à quel point il est dans la direction du son d'SM, mais comme SM c'est l'un des boîtes qui a le plus de sons reconnaissables, je pense qu'il est pour quelque chose, quoi. Je vais dire ce que je pense avant que j'enchaîne sur le mien, et comme ça on en reparlera après. Okay. Mais je pense que son rôle, c'est en grande partie de donner une espèce de direction sonore, tout en étant celui qui va ramener différentes influences et différents producteurs qui collaborent, tu vois. Parce qu'il est souvent là dans un rôle, par exemple sur plusieurs chansons d'un album comme Super One ou Irene et Solgi, et il va être par contre avec des collaborateurs différents. Donc c'est un petit peu le maillon, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai choisi lui, alors qu'en soi je vais citer d'autres noms qui reviennent pas mal, peut-être en mention spéciale à côté de lui. Qui fait que vraiment, j'ai l'impression que c'est lui qui rassemble, et peut-être éventuellement un genre de directeur artistique du son de certains groupes de SM Entertainment. Ok. Donc on y revient un petit peu après. Ok. Moi, mon numéro 3... 4, ouais. Mon numéro 4 est Teddy Park. Bon, Teddy Park... Faut-il le présenter? Teddy Park, l'un des rares producteurs qu'on n'a pas besoin de présenter, en vrai. En réalité, ouais, c'est ça, exactement. Qui s'est tiré les cheveux cette année et qui a réussi à pondre 8 sons pour... Enfin non, il n'a pas fait les 8, mais disons qu'il a réussi à être productif comme Jaja pour Blackpink notamment, et tout en étant aussi présent sur d'autres sons chez YG. Et moi j'ai en gros essentiellement mis
parce que quand je regarde les crédits de The Album, je vois qu'il a été sur 6 des 8 tracks, notamment les 3 singles. Ouais. Bon, ça c'est un single Blackpink, c'était Teddy Park. Évidemment. Et Pretty Savage, Crazy Over You. Enfin bref, pas mal de chansons qui sont parmi nos faves. Les plus gros bangers en fait, un peu. Exactement, les bangers de l'album, et vraiment celle qui Teddy Park, il est le plus, quoi. Il est hip-hop de fou. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu faisais l'observation récemment. C'est lui qui est responsable du fait que parmi les sons de girl band, Blackpink a un son aussi hip-hop. Ouais, c'est-à-dire que les basses se prennent vraiment beaucoup de place et elles sont rondes et grosses et beaucoup plus grosses que la plupart du temps, quoi. Ouais. Genre quand t'écoutes Pretty Savage, qui a un son un peu EDM, c'est de l'EDM mais mixé comme du trap, quoi. Genre la basse, c'est que des 808 tout le temps et les 808 elles sont archi lourdes. Ouais. Donc moi je l'ai mis en 4 parce que pour moi il méritait quand même pas l'entrée du top 3 parce qu'il y a des gens qui ont été bien plus productifs et qui ont quand même fait de la qualité. Mais en soi, ouais, je suis content qu'il nous ait donné autant de sons cette année, rien avec Blackpink notamment. Et j'avais envie de le mentionner, quoi. Ouais, ok. Ok, bah donne-nous ton numéro 3. Mon numéro 3, c'est... je l'ai pas mis plus haut, mais c'est quand même des gros producteurs de cette année. Mélanie Joy Fontana et son mari Schultz. Donc il y a un duo... Michel, entre guillemets, Lindgren, Schultz. Donc Mélanie, elle est plus sur les mélodies et les paroles, je crois. C'est ça. Et Michel, il est plus dans la production. Le mastering, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? Tu pourras peut-être me compléter, mais je retiens On de BTS. Ouais. Can't Stop Me et Cry For Me, qui sont les deux très gros singles de Twice cette année. Absolument. Donc pour moi, l'une des meilleures chansons Cry For Me de cette année tout court en fait. Et ils ont aussi fait sur N-Hypen, il me semble, Give and Taken. C'est ça. Ils sont en train de s'installer comme des gros noms, notamment en lien avec Big Hit, pour qui ils ont démarré sur rien de moins que Boy With Love. Donc dans une espèce d'équipe internationale qui collabore très très régulièrement avec la K-pop. Jusqu'ici on avait cité pas mal de gens qui étaient coréens. Ouais. Mais là du coup, toi tu cites tes premiers producteurs étrangers. Alors Michel Lindgren-Schultz, il a un gros nom de suédois, mais je suis pas sûr. Et elle, de mémoire, je crois qu'elle est new-yorkaise. Ok. Mais ouais. Du coup, ils sont en train de vraiment se faire un nom comme hitmaker dans l'industrie de la K-pop alors qu'ils viennent de l'extérieur. Ce que je trouve assez important à souligner cette année, c'est qu'ils étaient sur beaucoup de BTS avant, beaucoup de Big Hit, et là on les voit sur du Twice. Exactement. Donc ils sortent un peu du... C'est ça que je dis, ils passaient de gros collaborateurs pour Big Hit, et là ils se font un nom vraiment comme hitmaker dans l'ensemble du paysage. C'est ça. JYP est le premier à l'avoir remarqué, j'ai l'impression. Mais à mon avis, ce sera pas le dernier. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais. Du coup, je passe à mon numéro 3, qui est Yo Young-jin. Ok, tu l'as mis en 3. Je l'ai mis en 3. Et donc, je vais peut-être redire un petit peu. Ouais, c'est ça. Il est sur Super One de Super M, leur album. Pourquoi il a fait des singles qui ne sont pas One Monster Infinity. Ouais. Ça, de mémoire, c'est Kenzie qui l'a fait, qui est un autre collaborateur régulier de SM. Lui, il a fait Dropping, 100. Il a fait, comme tu dis, Candy de Baekhyun. Irene et Seulgi. Et alors, Better de Boa. En plus, c'est vrai. Ça peut être noté. Bon, ça, on l'a écouté cette année, mais c'est sorti l'année d'avant. Psycho de Red Velvet, enfin bref, tous les tubes de Red Velvet en réalité, tous. Et donc en gros, c'est lui, c'est le hitmaker de SM en fait, et la direction artistique un petit peu. Ça m'étonnerait pas que sa patte sonore, enfin qu'il y soit beaucoup pour la patte sonore qu'on a beaucoup observée, où SM allie des très grosses performances vocales bien mis en valeur, avec des synthés qui donnent un groove ou alors un drive parfois un peu mécanique, parfois assez sensuel, mais toujours très rythmique et toujours aussi un songwriting assez segmenté, qui évolue beaucoup, tu vois. Je pense qu'il y est pour beaucoup. Et donc c'est lui qui a pas mal rassemblé tous les autres collaborateurs, à mon avis, comme Kenzie, je viens de dire. Et un autre important, c'est LDN Noise. LDN Noise, c'est vrai. Et en gros, c'est rare de voir Kenzie et LDN Noise sans Yo Young-jin. C'est un peu le mec qui chapeaute les gens dans SM, quoi. À mon avis, SM, c'est un peu plus discret parce que il est un peu plus polyvalent, mais Yo Young-jin, c'est vraiment le Teddy Park de SM Entertainment. Voilà. Ok, on passe au top 2. Numéro 2, déjà numéro 2. Ouais. Et donc, moi, mon numéro 2, c'est pas une productrice, c'est une compositrice, plutôt ce qui est mélodie et lyriciste aussi, il me semble. Ça va être comme moi, je pense. C'est Cassiopeia. Ouais, c'est aussi ma numéro 2. Ok.
je l'ai mise après, plus haut dans le classement que Schulz et Fontana. Bon, pour une raison simple. Bon, déjà, elle a fait pas mal de trucs cette année. Mago. Je vais regarder si tu rates rien. Elle a fait Queen de Twice sur Eyes Wide Open. Mhm. Elle a aussi fait, bon, c'est pas cette année, mais c'est quasiment cette année, Psycho de Red Velvet. Ouais. Et elle a aussi fait l'un de mes sons hors album favoris de l'année. Surf Dizzy. Surf Dizzy. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 2. Oui, ouais. je sais. Parce que je stan le son. Et moi, je vais rajouter sur Map of the Soul 7 de BTS, Bulletproof the Eternal. Ah oui. Qui est une espèce de power ballade épique assez émotionnelle et qui, mine de rien, même si elle est pas très originale au niveau du son, c'est pas sa faute, puisqu'elle est plutôt top-lineuse. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, là, ça marche de ouf, quoi. Top-lineuse, pour faire court, c'est qui fait des refrains et des phrases qu'on retient dans les chansons, quoi. C'est ça. Et ouais, j'ai aussi mis un numéro 2. Ok. Parce que vraiment, on s'est aperçu, à force de regarder les comebacks, notamment en girl band de cet automne et hiver, elle est hyper présente. Et puis ensuite, grosse surprise, elle est dans l'énorme team qui s'est rassemblé pour un Hypen et Given Taken. Et ouais, quoi, c'est ce genre de truc, tu t'en rends pas compte si tu regardes pas les crédits, mais vraiment, elle est suédoise. Et pareil, elle est en train de s'inscrire comme une énorme hitmaker, mais surtout, elle, contrairement peut-être à Melanie Joy Fontana et Michelle Schulz, elle a plus d'ancienneté, notamment chez Twice. Elle est d'ailleurs présente sur plusieurs chansons du nouvel album, là. Mais aussi beaucoup chez Red Velvet. C'est une spécialiste, on dirait, de la top line sur des girl bands. Ouais, girl band, c'est ça. Et elle s'est à la fois un peu diversifiée, comme on a dit cette année, tout en nous donnant parmi les meilleurs sons dans ce registre-là. C'est ça, ouais. Donc vraiment, chapeau Cassiopeia. Bah sur Mago, plus sur Psycho, plus sur l'album de Twice, c'est quand même assez notable, quoi. Ok. Du coup, je suis curieux de ton top 1. Peut-être que toi, je pense que mon top 1 tu l'as pas mis du coup. Ouais, mais moi. Et toi, ton top 1, j'imagine, ça doit être Schulz et Fontana, non? Peut-être que je vais en parler avant du coup. Vas-y, ouais, je pense que c'est mieux. Je vais compléter le tableau. Ça fera un peu de suspense. C'est ça. Alors moi, du coup, j'ai pris en top 1 Mélanie Fontana et Michelle Schulz. Pourquoi? Alors, je relis un petit peu, on va se répéter. I Can't Stop Me de Twice et Cry For Me, donc notre chanson préférée de Twice de l'année peut-être. Ouais. Given Taken de Hypen. Hélicoptère de CLC. Ouais. Ok. Gros banger. Ah oui. On, plutôt dans l'année. Ouais. Et Stay Gold, le comeback japonais de BTS. Plutôt un peu forgettable, mais sympa. La chanson de V pour Itaewon Class a été coécrite avec elle. C'était cette année, ça? Ouais. Ah oui, ça fait un c'est là où ça a eu un gros drama d'ailleurs. Sweet Night, peut-être. Oui, parce que. Ça m'intéresse vraiment pas. Ouais, bon, c'est pas très intéressant. Et Bet You Wanna de Blackpink. Ah oui, Bet You Wanna, c'est pas la mieux. Hein. C'est pas la mieux. Mais bon, elle y est. Et franchement, je m'en fiche des dramas. Elle a fait un travail assez formidable. Bon, ils ont fait un travail assez formidable. Ouais. Les top lines à quoi elle a participé comme dénominateur commun font partie des meilleurs et des plus mémorables de cette année. Et ça m'étonne pas parce qu'elle a quand même produit Boy With Love. Donc, vous pouvez pas trop l'aimer peut-être comme personne. Je sais qu'elle est pas mal, se prend pas mal le chignon avec les armies. Alors c'est un petit peu ambigu là-dessus parce que j'ai l'impression qu'elle a tendance à parler un peu trop, mais j'ai aussi l'impression que les armies ont tendance à vouloir à interpréter le fait qu'elle dise qu'elle a participé comme un vol de crédit à la participation des membres. Mais la réalité c'est que au fond c'est un peu un secret professionnel la portion qu'elle a faite. Parfois il y a des interviews où elle en parle. Et il faut être objectif, quoi. Je veux dire, quand elle fait une partie et qu'elle est là sur toutes les plus grosses top lines, des plus gros tubes de cette fin d'année et même du début avec On, il faut reconnaître son travail et il faut reconnaître le parcours qu'elle a fait en passant d'en gros de juste Boy With Love, énorme tube, à être reconnue non seulement par Big Hit qui a décidé, de la reprendre sur tout au long de l'année, et JYP qui l'a remarqué, qui l'a dit bien sûr Twice. Et vraiment pour moi, c'est le nom le plus mémorable qu'on a retrouvé pas mal sur les crédits cette année. Moi, tu vois, juste pour ajouter un dernier truc, je pense pas que ça plaise beaucoup à BTS que les armies crachent un peu sur l'une de leurs plus proches collaboratrices et l'une des plus grosses hitmakers de Big Hit, quoi. C'est un peu paradoxal. Non, mais ce qui est paradoxal, c'est que Big Hit, à côté, ils choisissent de la réemployer, quoi. Donc c'est que ça marche. Il y a une alchimie non seulement artistique et peut-être un peu personnel. Bon, on s'en fout de ça en réalité, c'est des relations de business. Et sûr. Nous, on est là pour commenter la musique, quoi. La musique, en les fait. Faits, un peu, franchement, c'est assez indéniable leur importance cette année. Ok, bah, du coup, on passe à mon numéro 1. Grosse surprise, je sais pas. Mon numéro 1,
que j'ai fait monter dans la liste parce que je suis allé voir son Instagram et j'ai vraiment creusé sur quoi il avait vraiment bossé parce qu'on voit sur internet, c'est un peu dur de trouver les informations. Ok. Et donc mon numéro 1 c'est Franz ou Friends. Friends qui a bossé, attention, déjà pour moi sur le meilleur son de l'année, toute catégorie confondue, c'est le mec qui a produit Polo Pipam de Sunmi. Il a produit entièrement Mago, c'est lui le producteur de Mago, seul. Ouais. Après c'est les compositeurs, mais c'est lui qui a produit le son. Ok. Il a produit Apple de G-Friend, qui est incroyable. Bien vu. Et il a produit aussi Love Spell dans l'album de G-Friend, donc voilà, il a produit pas mal. C'est fou, n'empêche, parce que Mago, ça a rassemblé beaucoup des meilleurs gens qu'on a identifiés là. 80% c'est Mago. C'est ouf. Ouais. Il a aussi produit Télépathie de BTS sur B. Ok. Il a aussi produit tous les 5 remixes de Dynamite. Tout ça tout seul. Quoi? Ouais. Ah, ok, d'accord. Et Ok. il a été sur 2 tracks de l'album de August D, la mixtape. Ouais. Et Ok. il est pas mentionné sur Map of the Soul 7, mais il a énormément joué de guitare, de parties de basse, de guitare sur l'album. Ok. Donc en gros, c'est le producteur historique de la Sunmi post-JYP. Ok. Et ça fait 1 an et demi qu'il est chez Big Hit et qu'il est partout quoi. Ok, ouais, vraiment partout. Et Chez BTS, partout. en gros, G-Friend. lui c'est pas un songwriter ou quoi, mais c'est vraiment le producteur-compositeur Plutôt au niveau des beats, quoi. au niveau des beats, ouais, au niveau de la musique. C'est vraiment le musicien quoi. Et donc ouais, Polo Pipam et Mago et Apple de G-Friend et les remixes de Dynamite, etc. Plein de trucs quoi. Donc je l'ai mis numéro 1. C'est un gros parcours, un gros Cette année, il a toujours fait beaucoup de trucs, mais là, depuis qu'il est chez Big Hit, il bosse dur sur énormément de trucs, quoi. Ah, j'avais pas remarqué qu'il avait fait tout ça. Ouais, mais en fait... On l'avait remarqué, mais attends, mais on l'avait pas remarqué sur un autre truc, genre... Let Me In de N-Hypen. Oui. Celle qui est reggae. Ouais. Il était aussi sur celle-là, ouais. Et pas sur du God7, juste? Peut-être que je me trompe. God7, non, je pense pas. Ok. Ouais, c'est ça, on l'avait remarqué sur Let Me In, 20 Cube. Ah ouais, bah ouais, il a beaucoup bossé, hein. Et donc, ouais, je l'ai mis en 1 parce que déjà, il a fait pour moi le Song of the Year en production. Et ouais, il est très présent, quoi. Ouais, effectivement. Sur beaucoup de très 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 bonnes chansons. Et d'ailleurs, Ok. c'est un peu l'un des instigateurs de l'ombre de la mode du rétro en Corée aussi. Puisqu'il bossait sur Sunmi avant. Et qu'il a fait Mago G-Friend, qu'il a fait les remixes de Dynamite, tu vois. C'est marrant parce que les remixes de Dynamite, mis à part le remix, je crois qu'il s'appelle Instrumental. Ouais, c'est vrai, mais à mon avis, peut-être que je l'ai pas vu, mais il a peut-être bossé un peu sur Dynamite en faisant des parties de guitare ou quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Du coup, ouais. Sunmi, comme on le disait dans la vidéo, on récompensait les artistes solo. Même avant que ce soit la mode cette année, elle faisait déjà des sons qui, de par les synthés, un petit peu les gros snaps de synthé, etc., avaient un peu déjà le son rétro, synth-pop, synth-wave. Et ce que tu dis, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être grâce à ce bagage-là qu'il avait avec Sunmi qu'il a pu faire non seulement Polo Pipam, incroyable, et Mago, par exemple, qui était complètement dans cette vibe. Finalement, c'est ce qu'on avait dit sur Mago, en fait. Ouais. Très très bon alliage de sons typiques girl band et de rétro. Ouais. Et de mélodie pop moderne, quoi. Pop moderne, exactement. Ouais, mais en gros, ouais, lui, c'est vraiment le côté musicien. Genre, il fait de la basse, il fait la batterie, il fait de la guitare. Lui, c'est vraiment le gars qui fait plein de trucs. Et qui produit quoi. Wow. Ok. Donc ouais, je l'ai mis en 1. Bah écoute, je suis assez content de la façon dont nos tops se complètent quoi. Se complètent, ouais. Sur ce, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. On a envie de savoir si ce genre de sujet vous intéresse, tout ça. Tout à fait, et si vous voulez qu'on peut-être parle plus de ces personnes qui travaillent derrière en K-pop. Je sais pas si vous aurez vous un top sur les producteurs et top liners, etc. de l'ombre. Si vous en avez un, dites-nous, on sait jamais. Mais en tout cas, abonnez-vous, ouais, pour ne pas rater les prochaines. Regardez éventuellement une des vidéos qu'on va vous mettre à la fin sur le reste des tops de l'année, si ce n'est pas déjà fait. Et lâchez un j'aime pour nous aider pour le référencement, etc. Et bonne année en vrai. Ah bah oui, bonne année. On commence l'année 2021 c'est ça. avec ce nouveau concept un peu. Ouais, c'est ça. On a mis derrière nous l'année 2020 avec cette rétrospective. Et on est prêt pour les comebacks de 2021 quoi. Et ça va commencer fort là. Je crois que c'est G-Idol. Ouais. On va traiter je pense le comeback japonais de Baekhyun parce que ça a l'air trop bien. Ouais. Et voilà. Bah à très bientôt sur la chaîne du coup pour découvrir 2021 en K-pop. Salut.